L'hydrogène, énergie du futur pour l'automobile. C'est ce qu'on nous promettait il y a encore 10 ans. Mais qui a vraiment intérêt à enterrer cette technologie ? Toyota avec sa Mirai, Hyundai avec son Nexo, BMW avec ses prototypes, l'industrie automobile semblait convaincue que l'hydrogène représentait l'alternative crédible à la voiture électrique. Pourtant, aujourd'hui, en 2025, cette technologie agonise dans le secteur automobile européen. Pire encore, des startups comme Opium viennent de jeter l'éponge définitivement, après des années d'efforts acharnés. Mais cette mort programmée de l'hydrogène automobile n'est pas le résultat d'un échec technique naturel. C'est le fruit d'une stratégie intentionnelle de l'Union européenne qui a méthodiquement verrouillé le marché au profit de la voiture électrique à batterie. Voici comment Bruxelles a tué dans l'œuf une solution d'avenir pour imposer son dogme électrique. Avec des preuves réglementaires irréfutables, cette analyse va révéler les mécanismes cachés qui ont condamné l'hydrogène automobile. Nous découvrirons ensemble comment la réglementation européenne a créé un terrain de jeu parfaitement déloyal, où les constructeurs n'avaient plus d'autre choix que d'abandonner l'hydrogène. Vous comprendrez pourquoi 15 ans d'expertise, 15 ans de passion se retrouvent réduits à néant en quelques lignes de licenciement. Et pourquoi des milliards d'euros de recherche partent en fumée. L'hydrogène, rappelons-le, présente des avantages techniques indéniables pour l'automobile. Un plein se fait en 3 à 5 minutes, exactement comme pour une voiture thermique. Toyota, pionnier dans ce domaine, avec la Mirai, avait développé une architecture remarquable. La seconde génération de cette berline proposait une pile à combustible PEM de 130 kW alimentant un moteur électrique de puissance similaire. Les réservoirs composites supportent une pression de 700 bars et contiennent environ 5 à 6 kg d'hydrogène. Une petite batterie, le lithium-ion, fait office de tampon pour optimiser les performances et récupérer l'énergie de freinage. Hyundai, de son côté, misait sur le Nexo 1, SUV à hydrogène, qui démontrait la polyvalence de cette technologie. Les deux constructeurs avaient investi massivement dans la recherche, développant des piles durables capables de fonctionner 5000 à 8000 heures selon l'usage. C'était amplement suffisant pour une utilisation automobile normale, correspondant à 150 000 à 300 000 km parcourus. Cette longévité rivalise désormais avec les moteurs thermiques traditionnels et dépasse largement celle des batteries le lithium-ion qui montrent des signes de dégradation significative après seulement 1000 à 2000 cycles de charge. Mais voilà où l'Union européenne a commencé à fausser la donne de manière calculée. En 2019, Bruxelles adoptait le règlement 2019-631 qui fixe les objectifs de réduction d'émissions de CO2 pour les constructeurs automobiles. Cette réglementation définit précisément quels véhicules peuvent être considérés comme zéro émission et bénéficier ainsi d'un super crédit dans les calculs de moyenne constructeurs. Les véhicules électriques à batterie obtiennent automatiquement ce statut privilégié. Leurs émissions sont comptabilisées à zéro lors du calcul des moyennes constructeurs, même si l'électricité utilisée pour les recharger provient largement d'énergie fossile. Cette fiction comptable avantage considérablement les constructeurs qui développent des voitures électriques en leur accordant des bonus artificiels dans les calculs européens. La manipulation ne s'arrête pas là, et elle devient encore plus perverse. En 2023, l'Union européenne adoptait le règlement AFIR, qui organise le déploiement des infrastructures de recharge et de ravitaillement. Sur le papier, ce texte semble équitable, puisqu'il prévoit aussi bien des bornes électriques que des stations hydrogène. Mais regardons les détails et découvrons l'ampleur de la supercherie. Pour la recharge électrique, l'AFIR impose une borne rapide tous les 60 km sur les axes principaux. Les puissances exigées augmentent progressivement, avec un objectif de plusieurs centaines de kilowatts par station d'ici 2030. L'Union européenne a littéralement ordonné la création d'un réseau électrique dense et performant, avec des investissements publics massifs pour soutenir cette technologie. Pour l'hydrogène, les objectifs sont dérisoires et révèlent le mépris de Bruxelles. Une station tous les 200 km, équipée uniquement de la pression de 700 bars, nécessaire aux véhicules légers. Aucune obligation de densification, aucun objectif de performance. L'AFIR organise volontairement la création d'un réseau hydrogène rachitique, tout juste suffisant pour dire qu'on n'a pas complètement oublié cette technologie. Mercedes-Benz, qui avait développé le GLC F-Cell, un hybride rechargeable pile à combustible particulièrement ingénieux, a abandonné ce programme prometteur. Le constructeur allemand s'est recentré sur l'hydrogène poids lourd, seul segment où cette technologie reste viable commercialement face aux contraintes réglementaires européennes. BMW maintient son programme iX5 hydrogène, mais uniquement pour des flottes pilotes, sans aucune commercialisation grand public envisagée.
Toyota continue de proposer la Mirai en Europe, mais les ventes restent anecdotiques et décevantes. Quelques dizaines d'unités par an, essentiellement vendues à des collectivités ou des entreprises impliquées dans la filière hydrogène. Le grand public ne peut pas acheter un véhicule dont le ravitaillement reste problématique sur 90% du territoire européen. Cette situation témoigne de l'échec programmé d'une technologie sacrifiée sur l'autel de l'idéologie. L'Union européenne a ensuite porté le coup de grâce. Avec la révision de la directive RED III et les règlements délégués 2023-1184 et 2023-1185, ces textes définissent les critères de l'hydrogène vert et imposent des contraintes drastiques aux producteurs européens. L'additionnalité temporelle exige que l'hydrogène soit produit uniquement quand les énergies renouvelables sont disponibles. La corrélation horaire impose une correspondance précise entre production d'électricité verte et électrolyse. Ces contraintes, théoriquement justifiées par l'écologie, rendent l'hydrogène vert beaucoup plus cher à produire sur le marché européen. Les estimations de l'Agence internationale de l'énergie de mars 2024 et de l'ICCT situent le prix de l'hydrogène vert entre 8 et 12 euros par kilogramme. Pour un conducteur, cela représente un coût kilométrique de 10 à 12 euros au 100 km, soit largement plus qu'un véhicule électrique rechargé à domicile. L'explosion de la station hydrogène de Sandvika en Norvège, en juin 2019, a également nui durablement à l'image de cette technologie dans l'opinion publique. Cet accident, heureusement sans victime, a alimenté les peurs du grand public et justifié, a posteriori, la frilosité des décideurs européens. Pourtant, l'hydrogène sous pression fait l'objet de normes de sécurité particulièrement strictes, notamment la réglementation UNECE R134, qui encadre les réservoirs automobiles avec des tests d'une sévérité exceptionnelle. Les constructeurs, qui avaient misé sur l'hydrogène, se retrouvent aujourd'hui dans une impasse technique et commerciale. Opium s'effondre. Des années de recherche, des millions investis, des rêves d'innovation française, tout part en fumée. La start-up française qui développait une berline sportive à hydrogène vient d'abandonner définitivement son projet en septembre 2025. L'entreprise n'a pas pu trouver les financements nécessaires pour industrialiser son véhicule dans un marché verrouillé par la réglementation européenne. Ce gâchis industriel représente des milliards d'euros de recherche et développement perdus dans le secteur automobile européen. Des centaines d'ingénieurs spécialisés dans les piles à combustible se retrouvent sans débouché dans l'automobile européenne. Combien de talents européens devront-ils partir en Asie avant que Bruxelles comprenne son erreur ? Certains partent vers l'Asie, notamment le Japon et la Corée du Sud, où l'hydrogène automobile bénéficie d'un soutien gouvernemental plus équilibré et pragmatique. Les conséquences de cette stratégie commencent déjà à se faire sentir douloureusement. L'effondrement de Northvolt, champion européen des batteries, illustre la difficulté de rattraper les géants asiatiques sur leur terrain de prédilection. La faillite de cette entreprise suédoise, annoncée en mars 2025, après avoir levé 15 milliards de dollars, démontre que l'Europe reste à la traîne dans les technologies électriques, malgré les investissements considérables consentis. Pendant ce temps, la Chine et la Corée du Sud continuent de développer l'hydrogène automobile avec une approche pragmatique et équilibrée. Hyundai commercialise avec succès ses véhicules à hydrogène en Asie et investit massivement dans cette technologie d'avenir. Le constructeur coréen prépare même une nouvelle génération de piles à combustible, plus compactes et plus durables, qui pourrait révolutionner le marché asiatique dans les années à venir. L'Union européenne réalise progressivement son erreur stratégique, mais il est probablement trop tard pour inverser la tendance. La communication COM 2020-301 de la Commission européenne reconnaît désormais que l'hydrogène a sa place dans les transports, mais uniquement pour les segments difficiles à décarboner, comme le transport routier de marchandises ou l'aviation. Cette restriction révèle la pensée technocratique de Bruxelles, où des bureaucrates prétendent décider depuis leur bureau climatisé quelles technologies conviennent à quels usages. L'ironie de cette situation européenne apparaît quand on examine les performances réelles des véhicules électriques sur le terrain. Les récents tests australiens de septembre 2024 révèlent que 5 modèles électriques, dont des Tesla et des BYD, affichent des autonomies réelles inférieures de 5 à 23% aux valeurs constructeurs. Ces écarts persistent malgré des années de développement et remettent en question l'efficacité vantée de la technologie électrique dans les conditions réelles d'utilisation. Pendant que l'Europe s'enferme dans le dogme électrique, d'autres régions du monde développent pragmatiquement l'hydrogène, avec des résultats prometteurs. L'Australie investit massivement dans la production d'hydrogène vert, pour l'exportation, mais aussi pour son marché intérieur automobile. Le pays continent comprend que l'hydrogène offre une solution idéale pour ses immenses distances et son climat extrême, où l'électrique montre ses limites.
La Corée du Sud multiplie les initiatives pour développer l'hydrogène automobile, avec des politiques publiques volontaristes. Séoul subventionne lourdement l'achat de véhicules à hydrogène et finance la construction d'un réseau de stations denses et performants. Cette politique volontariste porte ses fruits, avec des ventes d'hydrogène qui progressent régulièrement sur le marché coréen, contrairement à l'Europe où cette technologie stagne, faute de soutien. L'Union européenne, elle, s'entête dans sa stratégie perdante, malgré les échecs qui s'accumulent. Les objectifs CO2 pour 2025 risquent de coûter 15 milliards d'euros d'amende aux constructeurs européens, selon les dernières estimations de la CEA. Stellantis, de son côté, annule purement et simplement le développement du Ram 1500 Revolution, son pick-up électrique qui devait conquérir le marché américain. Le groupe franco-italien reconnaît implicitement que les consommateurs américains refusent massivement les gros véhicules électriques, préférant les motorisations traditionnelles pour leurs besoins réels de transport. Cette sagesse tardive contraste avec l'aveuglement persistant des institutions européennes. La réunion organisée à Bruxelles en septembre 2025, avec la présence significative de BYD chinois, révèle l'inquiétude grandissante face à l'échec annoncé des normes 2035. Mais cette prise de conscience arrive probablement trop tard pour sauver l'hydrogène automobile européen et préserver l'indépendance industrielle du continent. La situation devient encore plus absurde quand on considère les manipulations comptables de l'EcoScore. Cet outil bureaucratique imposé aux entreprises pour orienter leur choix de véhicules de fonction. Ce système, présenté comme une boussole écologique, n'est en réalité qu'une camisole idéologique, qui force les gestionnaires de flotte à acheter selon les critères de Bruxelles plutôt que selon leurs besoins réels de mobilité et leurs contraintes opérationnelles. L'EcoScore prétend démontrer la supériorité économique des véhicules électriques, en occultant soigneusement leurs inconvénients réels. Les calculs ignorent la hausse explosive du prix de l'électricité, minimisent les coûts de remplacement des batteries et passent sous silence la dépendance aux importations chinoises. Le comportement de l'Union européenne dans ce dossier révèle une conception profondément antidémocratique de la politique industrielle européenne. Au lieu de laisser le marché et les consommateurs arbitrer entre différentes technologies, Bruxelles impose ses choix par la contrainte réglementaire et les pénalités financières. Cette méthode autoritaire rappelle les plus mauvais souvenirs de la planification centralisée qui a montré ses limites dans le passé. Les conséquences de cette politique se mesurent déjà en termes d'emplois perdus et de compétences gaspillées dans l'industrie européenne. Les ingénieurs européens, spécialisés dans l'hydrogène automobile, n'ont plus d'avenir sur le continent, faute de débouchés commerciaux. Certains émigrent vers l'Asie ou l'Amérique, emportant avec eux un savoir-faire patiemment développé pendant des années. Cette fuite des cerveaux affaiblit durablement l'industrie européenne et hypothèque son avenir technologique. L'analyse technique révèle pourtant que l'hydrogène reste supérieur à l'électrique sur de nombreux aspects cruciaux pour l'usage automobile. La densité énergétique de l'hydrogène liquide atteint 143 mégajoules par kilogramme, contre seulement 0,9 mégajoules par kilogramme pour les meilleures batteries au lithium-ion actuelles. Cette différence fondamentale explique pourquoi un véhicule à hydrogène conserve un poids raisonnable, même avec une grande autonomie, contrairement aux véhicules électriques qui deviennent de plus en plus lourds. Contrairement aux idées reçues, la durabilité des piles à combustible automobiles a considérablement progressé grâce aux efforts de recherche. Les stacks actuels supportent 5000 à 8000 heures de fonctionnement, correspondant à 150 000 à 300 000 km selon l'usage. Cette longévité rivalise désormais avec les moteurs thermiques traditionnels et dépasse largement celle des batteries le lithium-ion, qui montrent des signes de dégradation significative après seulement 1000 à 2000 cycles de charge. Le système de compression et de purification de l'hydrogène embarqué garantit une alimentation parfaitement adaptée aux besoins de la pile. Des détendeurs multi-étagés abaissent progressivement la pression depuis les 700 bars de stockage jusqu'aux quelques bars requis par les électrodes. Des filtres sophistiqués éliminent les impuretés qui pourraient empoisonner les catalyseurs platine de la pile à combustible. Cette complexité technique n'est pas un défaut, mais un atout, car elle résulte de décennies de recherche appliquées dans l'industrie européenne. Les ingénieurs ont résolu les problèmes de corrosion, d'étanchéité et de durabilité qui handicapaient les premières générations. La technologie hydrogène automobile a atteint sa maturité industrielle, contrairement aux batteries qui butent encore sur des limitations physiques fondamentales liées à la chimie des matériaux. L'efficacité énergétique globale d'un véhicule à hydrogène, souvent critiquée, doit être évaluée dans son contexte réel d'utilisation. Certes, la chaîne production, compression, stockage, pile affiche un rendement de 40 à 50% inférieur aux 70% d'un véhicule électrique à batterie. Mais cette comparaison
ignore les pertes spécifiques aux batteries autodécharge, régulation thermique, dégradation cyclique, et surtout les énormes pertes liées au réseau électrique et aux chargeurs rapides. Le ravitaillement en 3 à 5 minutes représente un avantage décisif pour l'acceptabilité grand public de cette technologie. Cette rapidité équivaut exactement à un plein d'essence traditionnel et s'intègre naturellement dans les habitudes des conducteurs. Aucune planification spécifique n'est nécessaire, contrairement aux véhicules électriques qui imposent une gestion permanente de l'autonomie restante et des points de charge disponibles. Cette simplicité d'usage constitue un atout majeur négligé par les décideurs européens.